L'Espagne et le Portugal frappés par une sécheresse précoce et extrême en plein hiver. Les experts du GIEC, eux, s'apprêtent à publier un nouveau rapport alarmant, en tout cas pas franchement meilleur que les précédents. Mais tout n'est pas encore perdu. C'est en tout cas ce que va nous dire Tatiana Giraud. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5. Vous êtes biologiste généticienne, invitée sur la chaire annuelle Biodiversité et écosystème au Collège de France. Jeudi, ce sera votre leçon inaugurale à 18h en présentiel. Ce sera possible. On rappelle que c'est libre et gratuit, il faut juste arriver à l'heure. La leçon, ce sera dynamique de la biodiversité et évolution, formation des espèces, domestication et adaptation. Alors pour commencer et bien savoir de quoi l'on parle, c'est vrai qu'en général, quand on dit qu'il faut préserver la planète, on dit qu'il faut protéger la biodiversité. Pour le commun des mortels, la biodiversité, ce sont les animaux, la faune et la flore aussi. Comment vous définiriez la biodiversité ? Alors, la biodiversité, c'est la diversité des formes de vie, de toutes les formes de vie. Donc c'est vrai que le plus souvent, on l'entend en nombre d'espèces, animales, végétales. Mais alors, il faut bien comprendre qu'il y a toute une diversité de la vie qui n'est ni animale ni végétale. La plupart de la diversité de la vie, d'ailleurs, c'est des êtres microscopiques avec une seule cellule, des champignons dans le sol, des bactéries. Et surtout, donc, il y a une diversité d'espèces microscopiques dont on ne se rend pas bien compte. Et surtout, la diversité de la vie, c'est aussi la diversité à l'intérieur de chaque espèce. C'est-à-dire que si on veut conserver la biodiversité, il ne suffit pas de conserver les espèces. Par exemple, il existe 8 sous-espèces de tigres, dont 3 ont déjà disparu. Donc l'espèce tigre existe toujours, mais on a perdu déjà beaucoup en termes de diversité chez le tigre. Idem pour les oiseaux, on peut avoir une espèce menacée avec à l'intérieur certains groupes encore vivants et d'autres qui ont déjà disparu. Voilà, il peut rester quelques individus, mais avec déjà la majorité de la diversité de l'espèce et de l'adaptation à certains habitats qui a déjà disparu. Parlons de l'espèce humaine. Vous prenez un exemple pour qu'on comprenne bien. Vous dites, dans l'espèce humaine, idem, alors on est tous êtres humains, mais il va y avoir une capacité d'adaptation. Vous prenez l'exemple de la couleur de la peau. Oui, alors donc on connaît bien la diversité chez l'être humain, en particulier de la couleur de la peau. Eh bien, la couleur de la peau résulte d'une adaptation au soleil. C'est-à-dire que la couleur de la peau a une très bonne association avec la latitude, parce que quand il y a beaucoup de soleil, les pigments, la mélanine, nous protègent contre les UV qui détruisent l'ADN et qui peuvent causer des mutations. Et inversement, dans les latitudes où il n'y a pas beaucoup de soleil, avoir une peau claire est très avantageux. Ça nous permet de synthétiser la vitamine D, sinon on n'en synthétise pas assez. Ouais. Alors on va voir quelles sont les menaces précises qui pèsent bien entendu sur cette biodiversité. Mais l'autre donnée sur laquelle vous nous alertez, c'est ce qu'on appelle l'adaptation des espèces et la manière dont elles interagissent entre elles. Oui, c'est-à-dire que on compare parfois la biodiversité à une bibliothèque. Et donc des espèces qui disparaissent, ça serait des livres qu'on perd, donc c'est de la ressource génétique, c'est grave. Mais si une meilleure analogie de la biodiversité, ça serait plutôt les espèces seraient comparées à des rivets d'un avion qui le tiennent. On peut perdre quelques rivets, c'est pas très grave, mais les rivets tiennent globalement, interagissent entre eux. Et si on perd trop de rivets, l'avion explose. Et donc c'est pareil pour la biodiversité, par exemple la pollinisation. Dont on commence à se rendre compte qu'elle disparaît avec les abeilles. On peut perdre un certain nombre d'espèces pollinisatrices jusqu'au moment où on en perd trop et ça ne marche plus du tout. Et c'est trop tard, on a perdu les espèces, on ne peut plus revenir en arrière. Et ça, c'est déjà une réalité s'agissant de la pollinisation. Vous prenez l'exemple, par exemple, de cultivateurs en Chine et aux États-Unis qui sont obligés eux-mêmes de remplacer l'action des abeilles. Voilà, c'est ça. Il y a tellement plus assez de pollinisateurs qui sont obligés de polliniser à la main toutes les fleurs de tous les arbres fruitiers. Donc on les appelle les hommes-oiseaux. Il y a des centaines de gens qui pollinisent à la main toutes les fleurs. Ouais. Ouais. Alors en vous lisant aussi ce qu'on découvre, et vous allez sans doute y revenir dans votre leçon inaugurale, même si c'est très sensible parce que ça peut aussi tomber dans l'escarcelle, si l'on peut dire, des climato-sceptiques, mais vous dites clairement aujourd'hui, on va voir d'ailleurs le podium, vous dites que clairement le réchauffement climatique n'est pas la première menace qui pèse sur la biodiversité. On a préparé un panneau parce qu'on a quand même travaillé, on a préparé cette entrevue. La première, c'est bien entendu, selon vous, la destruction massive des espèces, des habitats naturels.
Oui, alors c'est clair que le changement climatique est une menace, mais même si on arrivait à contrer ce réchauffement climatique, ce n'est pas la menace principale, la plus grave pour l'instant sur la biodiversité. Donc il faut bien se rendre compte des deux problèmes, le changement climatique, mais aussi la perte de la biodiversité, qui est en particulier due à la destruction massive des habitats. Par exemple, si on détruit la moitié de la forêt amazonienne, évidemment, toutes les espèces qui étaient endémiques, qui pouvaient vivre que là, disparaissent. Ouais. On va revenir sur les autres causes, mais puisque vous parlez de la forêt amazonienne, il y a l'une de nos équipes qui s'est rendue dans cette forêt amazonienne, la plus grande forêt tropicale au monde, et il y a des femmes qui ont décidé de résister face aux grands groupes, notamment en essaimant des graines. On va voir les images. Est-ce qu'on peut encore, à l'échelle humaine, résister, justement, défendre cette biodiversité? Ben oui, heureusement, mais il faut prendre conscience du problème. Qu'il y a une perte de la biodiversité et que surtout ça va impacter les sociétés humaines. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que c'est pas juste on va perdre quelques espèces et c'est dommage. Mais la biodiversité nous rend énormément de services, dont on parlait de la pollinisation par exemple, dont on ne peut pas se passer. Et la biodiversité rend beaucoup d'autres services. Mais là, s'agissant de l'Amazonie, par exemple, planter des graines, qu'est-ce que ça va faire concrètement? Alors après, il faudrait savoir à quelle échelle, mais tout ce qui peut contrer la perte de la biodiversité, restaurer les habitats, forcément est bénéfique pour la conservation de la biodiversité. Oui. Oui. Alors la surexploitation, forcément, il y a eu le sommet à Brest des océans qui s'est achevé avec un engagement des chefs d'État qui étaient présents, une trentaine au total, qui se sont engagés à défendre les océans. Pour vous, les océans sont devenus l'espace naturel emblématique en termes de, si je peux dire, de saccage en fait des ressources. C'est un des exemples, oui, c'est sûr. Bah, il y a aussi la déforestation, hein, bien sûr, mais plein aussi de la mer d'Aral, par exemple, qui est en train de réduire drastiquement. Et effectivement, les océans, il y a des nombreuses études scientifiques qui documentent à quel point on a vidé les océans de la vie par des activités de pêche qui ne sont pas durables. Et alors là, ça pourrait surprendre, mais vous parlez souvent des îles qui sont très fragiles et les espèces invasives. Alors je le disais, dans l'actualité, il y a ce cas retentissant des hippopotames qui ont été introduits dans un zoo par l'ancien trafiquant de drogue Pablo Escobar au Mexique. Il a fallu attendre des années pour que les autorités prennent la mesure de l'urgence. Il y avait quatre individus à l'époque, il y en a 130 à peu près aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ces espèces invasives sont dangereuses au fond? Parce qu'on pourrait dire que ce sont les aléas de l'évolution, elles vont arriver, elles vont s'adapter, les autres animaux vont s'adapter à elles, non? Oui, le problème c'est que les changements dus à l'espèce humaine, que ce soit les changements climatiques, les destructions d'habitats ou les introductions d'espèces envahissantes, se passent sur des échelles de temps très courtes par rapport aux échelles de temps d'évolution. Donc oui, les espèces ont toujours interagi, se sont adaptées aux changements, mais c'est sur des milliers d'années, c'est sur des temps très longs. Et là, tout ce qui se passe, toutes les extinctions d'espèces, c'est sur des temps très courts. Et donc toute la dynamique de la biodiversité n'est pas du tout à la même échelle. Un exemple d'espèces invasives, je parlais des îles. Donc sur les îles, c'est des écosystèmes très simples. Donc par exemple, il y a des oiseaux. Souvent, les oiseaux sur les îles ont perdu la capacité de voler parce qu'ils n'avaient pas de prédateurs sur les îles, parce que globalement, il y a moins d'espèces. Et donc il y a beaucoup de rats qui sont arrivés par des cales des bateaux, des serpents, qui ont été introduits sur les îles de façon non intentionnelle et qui mangent les œufs des oiseaux endémiques des îles, hein, c'est-à-dire spécifiques. Sur les îles, il y a aussi plein d'espèces qui existent nulle part ailleurs. Et quand les rats arrivent ou les serpents, ils mangent très rapidement leurs œufs parce que les espèces sur place n'ont pas évolué de défense contre ces prédateurs. Et il y a des centaines d'espèces disparues comme ça sur les îles d'oiseaux endémiques. Oui. Alors je le disais, le GIEC va rendre son rapport dans 2 semaines. Là, on est plus sur la question de la hausse des températures dans le monde. Il est question de dioxyde de carbone. Vous dites que si le réchauffement climatique atteint 4 degrés, il deviendra peut-être la première cause de l'appauvrissement de la biodiversité. 4 degrés, ça paraît beaucoup. Là, on est à quoi? 1,1 degré, ce qui est déjà énorme. Oui, mais peut-être même avant 4 degrés. C'est-à-dire que pour l'instant, ce n'est pas la première cause, mais c'est sûr que si ça augmente, ça peut le devenir. Ouais. Ce qui ne voudra pas dire que les autres causes iront mieux. Mais ça peut encore aggraver. Et quel est l'impact de ce réchauffement climatique sur la biodiversité, justement? Ça change. Alors souvent, on dit que c'est du réchauffement. Alors on peut se dire, pourquoi pas, ça pourrait faire du bien à certaines espèces, mais c'est surtout que ça va augmenter toutes les perturbations. C'est pas toujours qu'il fait plus chaud. C'est que de temps en temps, il peut faire beaucoup plus froid. Il peut y avoir beaucoup d'épisodes de sécheresse. Et à une échelle de temps encore de changement qui fait que les espèces ne sont pas capables de s'adapter. Oui. Alors on se souvient tous de ces images, on disait la nature reprend ses droits pendant ce confinement, des milliards d'individus confinés sur la planète. Vous, la scientifique, quel regard est-ce que vous avez eu sur cela? Est-ce que pour vous, c'était la preuve
qu'on avait sous les yeux qu'effectivement, il était encore possible d'inverser la tendance. Oui, mais donc on voit bien que les seules années où on a réussi à faire quelque chose et à vraiment revenir en arrière au niveau du changement climatique, par exemple, c'est les confinements. Et puis c'était 1937, 1929. Enfin, il faut vraiment. Crises et des guerres. Oui. Ouais. Donc, quel conseil pour celles et ceux qui nous regardent pratique vous donneriez au quotidien, au fond, parce que parfois on est assez désarçonné, on entend parler, je le disais, de hausse des températures. Vous nous donnez ce soir des exemples plus concrets. Comment est-ce qu'on peut agir au quotidien? alors, c'est sûr qu'il faut l'action est au quotidien, mais aussi globale surtout. Mais ça peut être par exemple dans le choix de la façon dont on consomme ce qu'on achète, qui n'achète pas des choses qui font faire déforester à l'autre bout du monde, qui permettent de faire des choix de durables. Ouais. Et c'est de plus en plus possible. Et le consommateur a un pouvoir énorme là-dessus. Ouais, ouais. Mais quel est l'impact sur nos sociétés humaines, en fait, de cette destruction de la biodiversité? Parce qu'on pourrait dire, je veux dire, il y a déjà eu, on en a la 6e extinction, et finalement, la vie continue, on pourrait dire. C'est quoi l'impact, en fait, sur les sociétés humaines? Ouais, mais on en est qu'au tout début de la 6e extinction de masse. On ne voit pas encore. Donc, par exemple, la pollinisation qui commence déjà à s'essouffler. Donc, en Chine, ils pollinisent à la main, mais on imagine, ça voudrait dire un tiers de nos cultures qu'on mange ont besoin de la pollinisation. Donc, il y a beaucoup de choses qui disparaîtraient sans ce service. Alors, on appelle des services écosystémiques. Les services qu'on tire de la biodiversité. On en tire un certain nombre, par exemple, toutes les ressources pharmacologiques, tous les médicaments qu'on développe, souvent on les découvre dans les nouvelles espèces. Par exemple, l'année dernière encore, on a découvert dans le matalafi, une plante en Polynésie, une nouvelle molécule anti-inflammatoire. Et donc on ne sait pas dans quelle espèce on va découvrir un médicament qui sera indispensable dans une nouvelle pandémie avant qu'elle disparaisse. Ouais. Ne serait-ce que, par exemple, les inondations qui arrivent de façon répétée, c'est le climat, bien sûr, mais c'est aussi parce qu'on a fait disparaître toute la biodiversité qui tenait, qui servait un peu de tampon contre la sécheresse et trop de flux. La régulation du carbone, le stockage du carbone, c'est la biodiversité. La régulation des épidémies, par exemple. Le fait d'avoir de la diversité, ça va stopper les épidémies, que ce soit sur les cultures, dans les systèmes naturels. Par exemple, il y a des pathogènes qui sont émergents parce qu'ils sont envahissants à cause de... et qui deviennent résistants. Voilà. Ouais. Et plus il y a de biodiversité dans un écosystème, plus il est résistant à l'invasion d'espèces envahissantes et de nouveaux pathogènes. Merci beaucoup Tatiana Giraud d'avoir répondu à nos questions. Jeudi donc, leçon inaugurale au Collège de France. Merci de nous avoir aidés à y voir plus clair sur ces questions